Hello les amis, bienvenue sur cette deuxième vidéo d'histoire navale. J'espère que tout le monde se porte bien avec le Covid et que vous et vos familles allez bien. Je vous remercie pour votre intérêt pour la première vidéo et d'être présent aujourd'hui. Aujourd'hui on va parler de la bataille de Trafalgar, de Nelson et de l'histoire de la voile. Et sans plus tarder, on commence. Ce deuxième cours va porter sur l'amiral Lord Horatio Nelson, vainqueur de la bataille de Trafalgar. Si vous allez à Londres aujourd'hui et vous prenez le bus numéro 24 ou 29 ou encore 453 et vous descendez au cœur de la ville, vraiment aux coordonnées 00, vous atterrirez à Trafalgar Square. Vous trouverez une colonne et tout en haut de cette colonne, vous trouverez Nelson perché qui regarde tout son monde autour de lui. Nelson, c'est le type qui a définitivement enterré les forces navales de Napoléon. Ce qui a condamné Napoléon à chercher son expansion à l'Est, en Russie, ce qui a à son tour définitivement enterré toutes les forces de Napoléon, fût-elles navales ou terrestres. Bon, alors d'abord une petite intro sur les origines de la personne. Nelson est mort lord, mais il est né pas grand-chose. 6e enfant d'une équipe de foot de 11 gosses. Il est né dans une famille issue de la très très petite noblesse, à peine noble, bien connecté mais sans plus. À 13 ans, Nelson quitte l'école pour entamer une carrière, si on peut appeler ça comme ça, navale sur le navire où son oncle maternel est capitaine. Donc Nelson, à 13 ans, est matelot. Matelot, en gros, à cette époque, c'est tu fermes gentiment ta gueule et tu fais gentiment ce qu'on te dit, et nous, gentiment, on va éviter de te fouetter. Donc on a parlé du fait que Nelson a entamé sa carrière navale. Je propose qu'on s'attarde un peu maintenant sur cette institution qu'il a rejointe, qui est la Royal Navy. Contrairement à l'armée, la Navy est une institution relativement jeune, elle a moins de 100 ans au moment où il est né, et surtout, elle est infiniment plus méritocratique. La Navy est la destination naturelle de tous les 2e ou 3e fils qui ne vont pas hériter grand-chose, mais qui ont un talent ou une capacité à travailler ou quelque chose qui les démarque un peu du lot. La Navy est un peu moins glamour que l'armée, elle est beaucoup moins glamour que l'armée. Les uniformes sont moins sexy. Et puis, il faut s'éloigner du pays des mois, voire des années durant. Et donc, on vit beaucoup plus en confinement, clin d'œil au Covid, et en la compagnie de son équipage, que dans les palais que côtoient tous les généraux et tous les capitaines de la cavalerie et de l'infanterie, etc., etc. Mais alors pourquoi la Royal Navy serait méritocratique? En fait, c'est très simple. C'est une des rares institutions où un fils de la petite classe moyenne peut, montrer sa compétence sur le navire et gravir les échelons jusqu'à un jour devenir amiral en chef, anobli lord, et où il pourra régulièrement tutoyer les plus hautes sphères du pouvoir. Le concours pour entrer dans le cycle d'officier est transparent et ouvert à tous. Et ensuite, chaque jeune officier doit se débrouiller comme il peut, avec ses faits d'armes et en réseautant pour gravir les échelons. L'autre volet que je souhaiterais aborder est celui de la Navy comme institution guerrière avec une culture forte. En effet, la Royal Navy est quasi constamment en guerre entre 1649 et 1815, soit pendant plus de 150 ans. Ça engendre donc une institution qui, comme vous pouvez l'imaginer, est constamment sur le qui-vive et qui est prête à réagir ou prête à prendre les devants s'il faut prendre les devants, avec très peu de jours d'avance, ce qui est quand même assez rare comparé à des institutions qui ont besoin de se mobiliser telles que l'armée
ou même les flottes ennemies. Enfin, les derniers points à comprendre dans la Royal Navy, c'est un peu les préceptes qui sont communément admis chez eux et qui font l'unanimité. Le premier, c'est que la Royal Navy est la meilleure Navy au monde. Si cette conviction n'est pas forcément justifiée à la fin du XVIIe siècle, elle est probablement vraie à l'époque de Nelson, début XIXe. La Royal Navy est très probablement en pratique et en technicité la meilleure Navy au monde. Ensuite, il y a non seulement cette conviction qu'ils sont les meilleurs, mais cette conviction qu'ils doivent toujours être les chasseurs et jamais les proies, là, les chasser. C'est quelque chose qu'ils vont hériter des Pays-Bas et c'est très important dans le rapport de force psychologique avec son adversaire de toujours être celui qui va à la chasse, même si on est en infériorité numérique, parce qu'on effraie un peu son adversaire. Voilà. Ensemble, ces facteurs vont donner naissance à une institution qui peut accoucher d'officiers tels que Lord Nelson. Pour illustrer ceci et pour vous montrer à quel point c'est pas de la rigolade, prenez l'exemple de l'amiral John Byng. John Byng était un amiral expérimenté, stationné au large de Minorque, censé surveiller la flotte française à Toulon. Il est parti à sa poursuite. Parce qu'il communiquait par drapeau interposé, une partie de sa propre flotte ne l'a pas suivi. Il a préféré abandonner la poursuite. Une fois arrivé à Londres, la cour martiale l'a trouvé coupable de ne pas avoir montré suffisamment d'enthousiasme et d'entrain dans la poursuite des Français, et ils l'ont donc promptement fusillé. Donc voilà, la Royal Navy comme institution, c'est d'abord un endroit méritocratique où on attire vraiment parmi les meilleurs éléments qu'il y a dans le pays. C'est un endroit qui est constamment en guerre, donc qui est constamment dans la pratique et qui est donc littéralement aguerri. Et c'est une culture qui est très forte, très sûre d'elle-même, toujours à l'attaque et toujours persuadée de pouvoir gagner. Ensemble, ces facteurs peuvent donner naissance à des officiers extraordinaires tels que Lord Nelson. Les Dutch ou les Néerlandais ont un rôle très important à jouer dans cette histoire. En effet, pour comprendre la Navy de Nelson, il faut comprendre le dernier pays à les avoir battus et quelles leçons les Anglais ont retenues de leur confrontation avec les Néerlandais. À 3 reprises en 20 ans, à partir de 1652, les Pays-Bas et l'Angleterre vont se faire la guerre pour mieux se répartir et partager les autoroutes du commerce maritime. Plusieurs de ces batailles vont être des victoires navales néerlandaises. La pire du point de vue british sera le Raid on the Medway, ou la destruction du chantier naval de Chatham à quelques kilomètres de Londres. Le chantier naval de Chatham est la plus grande base navale, le plus grand arsenal de l'Angleterre, et c'est une humiliation suprême. Vous me pardonnez l'analogie footballistique, mais c'est l'équivalent d'un match Real-Barça à Madrid, où le Barça en colle 4 avant la mi-temps, et décide de rentrer chez lui pour la deuxième mi-temps parce qu'il considère que de toute façon, l'adversaire n'est pas de taille. L'humiliation est totale. La blessure est profonde, mais les British ont appris leur leçon et ont juré que ça ne leur arriverait plus jamais et certainement pas dans leurs propres eaux. Comment faire? Ils vont réapprendre les tactiques et les leçons des Néerlandais. Mais c'est quoi les forces des Pays-Bas? En fait, c'est très simple. En 1652, les Pays-Bas sortent de 80 ans de guerre contre l'Espagne, 80 ans durant lesquels ils ont pu perfectionner leur maîtrise des nouvelles tactiques navales telles que la line of battle. Ensuite, comme les constructions de navires étaient en grande partie financées par des commerçants ou la bourse, ceux-ci construisaient des flottes beaucoup plus vite et les peuplaient beaucoup plus intelligemment que leurs adversaires. À chaque début de guerre, ils sont donc en meilleure santé financière et navale. Mais derrière cette force se cache une faiblesse. Si les Pays-Bas peuvent s'appuyer sur la puissance financière de leur économie, ils doivent se soumettre aux règles de la finance. Les navires néerlandais, construits en temps de guerre, doivent néanmoins être rentables en temps de paix. Si le pays regorge de navires qui peuvent être mis à profit, ils ont souvent trop peu de canons. Une flûte a rarement plus de 30 canons.
Un bâtiment de guerre qui se respecte le double. Donc à chaque début de guerre, les Néerlandais ont plus de navires. Mais tôt ou tard, les chantiers navals anglais finissent d'accoucher de bâtiments monstrueux, de 80 ou 90 canons. Et si la trésorerie anglaise n'est pas riche, elle n'est pas en tout cas contrainte par des notions de rentabilité. La guerre, c'est pas des finances. Et s'ils gagnent, le perdant les dédommagera plus tard. Par contre, cet impératif de rentabilité financière va accoucher d'un comportement extrêmement bénéfique que les Anglais vont vite absorber. La culture navale néerlandaise encourage vivement un équipage à profiter de la présence d'un ennemi pour l'attaquer. Pourquoi ? En fait, tout simplement parce que les salaires fixes de l'équipage et des officiers sont très bas. Et donc le pillage du butin et du navire des ennemis est la meilleure chance qu'a un capitaine pour s'enrichir. Les Néerlandais deviennent donc toujours les prédateurs, jamais la proie. Chose que les British ont bien retenue et comptent bien imiter. On commence à rentrer dans le vif du sujet, la tactique. Pour vous la faire très très courte, juste acceptez que pendant plus de 2500 ans, de la Grèce antique jusqu'au XVIe siècle, quand un navire attaquait, c'était toujours frontalement. Forcément, parce que avant la voile, un navire était propulsé par des humains qui ramaient, et le meilleur angle d'attaque était avec sa proue, ou l'avant du bateau, qui était renforcé contre le côté de l'ennemi. Puis, au XVIe siècle, la donne a commencé à changer. Ou ilahiyan Allah, un jour peut-être que je vous expliquerai pourquoi elle a changé, mais ça va prendre beaucoup de temps. Donc le mohim, toujours est-il que dorénavant, un navire est propulsé par le vent, ce qui libère beaucoup d'espace précédemment utilisé par des rames ou mettre des canons. Beaucoup de canons qui peuvent être mis sur les côtés. Et du coup, la meilleure attaque devient l'attaque latérale et pas frontale. Alors aujourd'hui, comme ça, c'est facile à dire avec du recul. Mais parce que les Néerlandais étaient ceux qui pratiquaient le plus la navigation, c'étaient les premiers à s'en rendre compte. Et donc, ils étaient les premiers à développer des tactiques en conséquent. Concrètement, c'est quoi ces innovations tactiques ? En fait, il y en a 3. La première, c'est le déploiement en line ahead, en ligne. La deuxième, c'est la tactique d'essayer de couper la ligne de formation ennemie, breaking the line. Et la troisième, c'est doubling. Maintenant, la première chose que vous avez besoin de comprendre, c'est que dans une bataille navale à l'âge de la voile, l'avantage est avec celui qui est le plus proche du vent. Donc si le vent vient de l'est, l'avantage est avec celui qui est le plus à l'est. Il peut décider quand attaquer. Maintenant, il peut décider quand attaquer, ça ne veut pas dire que sa cible va accepter de se faire attaquer. Elle peut, elle aussi, décider de s'enfuir. Donc l'enjeu devient à quel moment est-ce que l'agresseur peut se positionner de sorte à imposer à l'agressé d'accepter le combat. Très bien. Commençons avec le déploiement en line ahead. En fait, dans ce déploiement, tous les navires se suivent comme à la queue leu pour ne jamais se tirer dessus et toujours garder une vue sans obstruction sur le déploiement de l'ennemi. Ensuite, on passe à breaking the line ou couper sa formation. En fait, le but est de couper ses forces en deux et concentrer tout son feu sur la moitié arrière de sa ligne. Pourquoi ? On peut concentrer tout sur la moitié derrière pendant que l'autre moitié choisit soit de refaire demi-tour et venir l'aider ou là juste de s'échapper. Comme il lui faudra de toute façon du temps pour faire demi-tour, l'attaquant a tout le loisir de profiter de sa supériorité numérique pendant un certain temps. Maintenant, bien sûr, comme on a dit, la difficulté, c'est d'attaquer à un moment où le combat est imposé, ce qui n'est absolument pas une évidence. Après tout, rien n'oblige une cible à faire plaisir à son agresseur et le laisser l'attaquer. Et justement, dans ces cas-là, parfois la cible a certains navires qui sont moins rapides que d'autres. Logiquement, ils devraient se retrouver à l'arrière de la colonne, puisque s'ils se retrouvent au milieu ou à l'avant, ils vont juste imposer à toute la colonne de naviguer moins vite. Donc ils sont à l'arrière. Qu'est-ce qu'un agresseur peut faire pour en profiter ? En fait, il va faire quelque chose qui s'appelle le doubling. Ça consiste un peu à se faufiler par derrière en deux colonnes.
entourer les navires les moins rapides et leur tirer dessus de la gauche et de la droite, ou là de bâbord et tribord. Pendant que celui-ci doit diviser et son équipage et ses canons en deux, de chaque côté, pour essayer de répondre. Généralement, il ne survivra pas très longtemps s'il se fait prendre dans ce piège. Mais ceux qui n'ont pas été attaqués peuvent, s'ils le veulent, s'enfuir plus ou moins tranquillement. Bref, et alors? Et Nelson dans tout ça? On a vu l'histoire de la Royal Navy, l'enfance de Nelson, les Pays-Bas, tout ça. Mais et alors? En fait, Nelson, c'est l'apothéose de tous ces trucs en même temps. C'est le mec qui a tellement absorbé ses concepts qu'il a même plus besoin d'y penser. Ça devient instinctif. Il dirige mieux que tout le monde. Il maîtrise tellement son art mieux que tout le monde. Il improvise en pleine bataille, ça lui réussit. En fait, c'est à la fois le Néo du monde naval, parce qu'il a tout appris, il est plus fort que tout le monde. Et c'est aussi le James Bond, parce qu'il est tellement en kiff et tellement en symbiose avec sa musique que quoi qu'il fasse, de toute façon, ça donne toujours bien.